Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce soir, on va se faire du bien, on va se parler solutions, parce que c'est aussi ça. Bonsoir, l'intérêt de l'émission, pardon, je finis ma phrase. Bonsoir Roger, bonsoir Sam, bonsoir Nadine, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, on va se parler psychologie, orientée, voilà, solutions, thérapie, comment tenir dans les moments particulièrement difficiles et douloureux. Et je suis vraiment ravie et vraiment enchantée de recevoir Marion Saint-Michel. Bonsoir Marion, merci infiniment d'avoir encore accepté mon émission ce C'est un soir. plaisir. Bonsoir Lise. Oui, c'est le deuxième numéro, Oui, deuxième la numéro. deuxième époque, effectivement. Je suis ravie Alors d'être là. Marion, vous êtes psychologue clinicienne et aussi diplômée en sciences politiques. Et Oui, je rappelle quand même votre livre qui a tout son intérêt, Gouvernance perverse, la décoder sans libérer. Je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre qui est très très bien fait parce qu'en plus il y a à chaque fois des petits pense-bêtes à chaque fin de chapitre avec voilà ce qu'il faut retenir et c'est très orienté solution aussi. Alors Marion, ce soir on s'est dit au téléphone qu'on allait, on avait déjà fait le débrief de ces 5 dernières années, de la crise dite sanitaire, qu'on n'allait pas encore se reparler de ça, mais qu'on allait faire quelques rappels quand même pour oui. réexpliquer ce qu'était la perversion et ce qu'on a vécu rapidement et pouvoir trouver ensemble des pistes d'orientation et de solutions pour affronter ce qui vient maintenant et ce qui est là aujourd'hui. Oui, Lise, volontiers. Oui, sans reprendre tout ce qu'on avait dit, on avait effectivement posé le fait que bien avant le Covid déjà, nous étions dans un système de manipulation de masse à travers un certain nombre de méthodes qu'on appelle en général ingénierie sociale et qui toutes ont pour objectif de mener les populations à poser elles-mêmes des choix qu'en fait les gouvernants souhaitent qu'elles fassent. Donc c'est le principe même de l'intérêt de la démocratie quand on lit l'un des premiers théoriciens de ça au début des années en 1928, au début du siècle dernier, c'est Édouard Bernays qui disait que la démocratie était le meilleur système possible pour permettre justement de mieux manipuler les populations sans avoir à causer des dégâts de type enfermement, prison, mouvement de masse, etc. Les gouvernants ayant toujours eu un peu peur des mouvements de masse parce qu'ils savent qu'ils ne les contiennent pas, la population est importante et massive et nous sommes plus nombreux que nos gouvernants, bien entendu, par définition. Donc tout ça avait déjà commencé depuis quasiment 2 siècles et probablement été pensé à certains endroits bien au-delà de ça, par des sociétés secrètes, par tout un tas de gens qui s'inquiétaient de voir la population, de voir le risque que le pouvoir leur échappe. De manière un petit peu plus proche de nous, on a eu bien sûr toute cette dimension de détournement de l'attention des populations à travers principalement d'ailleurs la culture qui s'est développée, je dirais, ces 40 à 50 dernières années, qui était donc une culture d'information, une culture de masse et une culture aussi du divertissement. Ce divertissement, on revient un peu à Rome, donné à la population du pain et des jeux, ces divertissements n'avaient pas seulement pour objectif de divertir, mais d'une manière générale de baisser le seuil, on pourrait presque dire d'intelligence, de capacité de libre arbitre et de connaissance de la population, et puis aussi bien sûr de nourrir la population avec des choses assez triviales au bout du compte, donc de la détourner des sujets importants et on a encore ça exactement aujourd'hui, hein, on va parler un peu de la continuité entre tout ça. On a la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire détourner les populations des véritables enjeux, les décisions concernant la politique, l'économie, l'éducation des enfants, les grandes décisions, les grandes lois sociales, etc., se faisant en catimini et en étant de moins en moins discutées avec le peuple, comme nous sommes en train de le voir de manière spectaculaire en ce moment. Donc tout ça s'est mis en place, on pourrait dire facilement ces 40 à 50 dernières années. Bien entendu, et c'est là qu'on reparle un peu de perversion, ça n'est absolument pas présenté comme ça. On présente tout le contraire, c'est-à-dire qu'on fait les choses pour le bien des populations. On fait des lois sociales qui sont toujours des lois dites progressistes, c'est-à-dire qui sont censées représenter un progrès. Et c'est vrai que sur le moment, on peut tous considérer qu'on y voit un certain progrès. Je pense par exemple au vote des femmes, bien ensuite à la possibilité pour les femmes de travailler, ensuite à la loi rendant possible l'avortement. On a eu le sentiment en tant que femme à ces moments-là de sortir du Moyen Âge et d'acquérir de nouveaux droits, ce qui était bien entendu vrai à un certain niveau,
Mais ce qui est intéressant en relisant l'histoire, et l'origine de ces lois, c'est de voir à quel point elles étaient faites dans un autre objectif, qui était notamment déjà de détruire la famille et de fragiliser l'enfance, puisque les mamans étaient par définition moins disponibles auprès de leurs enfants, par exemple en travaillant. Là encore, tout ce que je dis là n'est absolument pas un point de vue moral, hein, quoi que ce soit de ce genre, c'est plutôt un point de vue systémiste, hein, pour essayer de voir comment ça fonctionnait derrière. J'étais la première à être tout à fait d'accord pour le travail des femmes, la preuve, j'ai travaillé toute ma vie. Donc vous voyez, c'est pas ce sujet-là. Mais c'était pensé comme, eh bien, la famille va être un peu fragilisée. Bien entendu, on va toucher plus d'impôts parce que les femmes apporteront aussi de l'argent à la maison. Et les familles seront fragilisées et les enfants seront plus facilement orientés, élevés par l'école. Et donc, d'une certaine manière, manipulés, orientés, tels qu'on souhaitait qu'ils le soient. C'est-à-dire selon les doxas de la gouvernance et non pas selon la transmission que les parents souhaitaient faire. Donc tout ça s'est mis en place, vous voyez, de manière un peu progressive. Il y aurait plein de choses à reciter, bien entendu. Et on est arrivé avec cette fameuse crise dite sanitaire, d'une certaine manière, à une forme d'acmé. Il y a eu une accélération à ce moment-là, qui a permis à un certain nombre de gens de réaliser que les choses étaient plus graves que ce qu'on pensait. On avait tous bien compris qu'il y avait pas mal de corruption, que l'État était de plus en plus entriste, rentrait de plus en plus dans les familles et s'occupait de plus en plus de sujets qui ne le concernaient pas et de moins en moins des sujets sur lesquels on l'attendait, comme la sécurité, comme la protection des frontières, la santé publique ou des choses de ce genre. Donc on avait déjà constaté. Mais là, effectivement, pendant la crise sanitaire, les choses se sont en quelque sorte enflammées. On a vu une accélération des processus de contrainte de la population, de limitation des libertés, bien entendu, mais aussi d'atteinte aux personnes de manière extrêmement directe, à travers, bien sûr, les politiques dites de santé, mais politique de l'injection qui a exclu totalement toute autre possibilité de traitement, alors que nous savons aujourd'hui que cela existait, mais aussi à travers beaucoup d'autres manipulations plus graves, hein, qui ont été très documentées depuis, notamment l'exagération de cette crise qu'on nous a présentée comme une épidémie, voire comme une pandémie, dont on avait d'ailleurs changé la définition quelques années auparavant, alors qu'il s'agissait, maintenant on le sait, d'une énorme grippe, et encore, enfin voilà. Ça a été exagéré sciemment, de manière à instrumentaliser la peur, bon, qui est un des grands éléments dont on va parler encore ce soir, puisque c'est ce qui est toujours en cours. Donc il y a eu ce mouvement, cette crise du Covid, à mon avis, autour de deux axes majeurs. L'atteinte effectivement aux populations, à travers les deux extrémités, qui sont, de mon point de vue, enfin pas seulement de mon point de vue, mais qu'il est évident aujourd'hui qui sont les plus visés par la gouvernance perverse et qui sont les plus menacés, à savoir nos enfants d'un côté, les raisons qu'on vient de dire et on y reviendra, et puis les populations plus âgées, à partir de 65 ans, nous ont-ils dit, sous prétexte d'être fragilisées, bon, dont on sait qu'il y a eu des abus considérables dans les EHPAD, qu'elles n'ont pas été soignées, voire même qu'elles ont été précipitées dans un décès qui n'était pas obligé. Mon point de vue, là c'est vraiment un point de vue, c'est une hypothèse que j'ai, hein, et je la partage, mais je pense que dans la raison pour laquelle les personnes âgées ont été et sont encore visées aujourd'hui par ces lois-là, alors nous avions Jacques Attali qui, il y a quelques années, disait qu'à partir de 60 ans, en gros, les êtres humains ne rapportent plus grand-chose à la population, à la société, et que voilà, ils commencent à coûter plus cher qu'ils ne rapportent. Je note par ailleurs en passant l'abominable cynisme et la perversion d'une telle déclaration, qui est dans un propos purement productiviste, matérialiste et qui n'a absolument rien d'humain ni même de sociétal. C'est une parole absolument monstrueuse. Donc il y a cette dimension-là qui est mise en avant, mais je pense personnellement, je fais l'hypothèse qu'il y a une autre dimension aussi, qui est le fait que les personnes ayant dépassé 65 ans aujourd'hui le souvenir, la mémoire, la conscience de ce qu'était notre monde jusqu'à présent. Ils ont été élevés avec des valeurs qui étaient encore bien ancrées, avec des connaissances qu'on essaie progressivement d'effacer, des mémoires des jeunes générations.
Je prends un exemple tout simple, c'est le fameux principe de précaution dont on nous a quand même rebattu les oreilles pendant 40 ans, hein, avec parfois des excès visant d'ailleurs à nous faire accepter certaines politiques, là encore. Du jour au lendemain, vous aurez remarqué qu'à partir du Covid, on n'a plus jamais parlé de principe de précaution. Et pour cause, aucune précaution d'aucune sorte n'a été prise, notamment pour vérifier si toutes les personnes étaient aptes, au point de vue santé, à recevoir l'injection ou pas, à avoir tel type de traitement ou pas. Donc, on voit qu'on a aussi des concepts qui apparaissent à certains moments quand ils sont utiles à la gouvernance et puis qui disparaissent aussitôt derrière. Donc, cette période du Covid, donc, je vous disais, il y a eu cette double atteinte aux personnes, d'une part, particulièrement les personnes âgées et les enfants, mais il ne faut pas oublier que toute la population adulte a aussi, bien entendu, été visée et atteinte hein, par les confinements, mais aussi par la politique de santé qui a été menée, les injections notamment, mais pas uniquement. Le confinement, d'une certaine manière, est une destruction de la politique de santé, enfin, de la santé des gens. Donc tout le monde a été concerné, mais vraiment les deux extrêmes tout particulièrement. Et donc, malheureusement, je pense que c'était probablement le premier objectif de cette crise. Le deuxième objectif étant probablement de tester la soumission de la population. Jusqu'où les personnes allaient-elles réagir, jusqu'où la population allait-elle se soumettre. Ça, malheureusement, je ne suis pas sûr que le test ait été très probant pour nous. La population n'a pas suffisamment réagi, à quelques notoires exceptions près, comme les personnes sans doute qui nous écoutent ce soir. Mais pour beaucoup de raisons, et là encore, je ne culpabilise personne, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, nous avons été relativement soumis en tant que peuple et pour des raisons simples et qui perdurent aujourd'hui. C'est là que j'entre un peu dans notre deuxième rencontre, parce que c'est toujours les mêmes choses qui sont utilisées, et donc ils nous resservent le même plat, hein, parce que bien entendu, rien ne s'est arrêté avec le Covid, tout continue. Les projets sont toujours les mêmes pour la population, à savoir de l'hyper-contrôler principalement, hein, et d'établir bien sûr un système de plus en plus totalitaire. Donc quand je parle de gouvernance perverse, je fais une petite incise là dans mon propos, mais il est bien évident que la perversion n'est pas le but. La perversion, c'est le moyen. Hein. J'ai regroupé ça sous cette forme-là parce qu'il me semblait que c'était plus lisible pour beaucoup de personnes de repérer les processus pervers, parce que malheureusement nous en connaissons tous, mais en tout cas au sommet de ces projets-là, la perversion, ça n'est pas uniquement pour eux le plaisir de jouir de la souffrance qu'ils infligent, c'est un projet de société, si on peut appeler ça comme ça, c'est un projet de contrôle des populations de manière extrêmement totalitaire, et nous en avons encore des indications ce soir avec les mesures qui sont annoncées. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc c'est un moyen. Alors peut-être un mot sur j'aime bien parler un tout petit peu de la pyramide de construction qui permet d'obtenir ça. Il ne faudrait surtout pas penser que toutes les personnes qui sont intervenues dans cette crise et qui continueront d'intervenir aujourd'hui et demain ne soient que des personnes perverses. Bien sûr que non, ça n'est pas du tout le sujet. La perversion, c'est la méthode. La méthode qui consiste donc à mentir, et à mentir du général en inversant à peu près tout ce que l'on propose, en disant qu'on fait les choses, je grossis le trait, pour le bien des populations, alors qu'on fait les choses pour une toute autre raison, pour mener les populations là où on veut les mener. Donc première chose, à chaque fois qu'on vous dit c'est pour votre bien, vous pouvez avoir les oreilles grandes ouvertes et vous dire où est le bug, hein, où est le trick, où est le mensonge dans tout ça. Donc tout le monde n'est absolument pas pervers. Le projet est pervers. Il y a au sommet de ce projet probablement un grand nombre de psychopathes et de gens finalement assez fous ou assez dangereux. Mais ensuite, vous avez certainement une couche de perversion, c'est-à-dire des personnes qui voient l'intérêt de faire vivre un système pareil parce qu'elles vont y trouver de l'argent, parce qu'elles vont y trouver malheureusement la possibilité d'assouvir des désirs sexuels inacceptables. Je pense bien sûr à la pédophilie. Donc malheureusement, les pervers vont être attirés par ce système parce qu'ils vont pouvoir s'en nourrir. Et plus vous descendez vers le bas de la pyramide, et plus vous avez des personnes, j'allais dire comme vous et moi, qui, et c'est ce qui s'est passé pour le nazisme et pour la plupart des fonctionnements totalitaires, qui soit ne voient qu'un tout petit bout de la question, sont sur leurs problèmes à eux, dont on voit bien que ça dysfonctionne dans l'éducation nationale, que ça dysfonctionne dans l'agriculture, que ça dysfonctionne au niveau des impôts. Enfin, chacun voit son univers, mais qui souvent, parce que la société est organisée comme ça,
et parce qu'on s'est aussi arrangé pour que les gens aient de moins en moins de temps disponible, de cerveau disponible, d'ouverture, de possibilité de s'interroger sur qu'est-ce qu'on vit, pourquoi on vit ça, quelle serait la société dont nous aurions besoin pour nous, pour nos enfants. Les gens sont de plus en plus pressurisés, nous sommes de plus en plus pressés, pressurisés par tout un tas de contraintes, d'obligations, de choses qui dysfonctionnent également, et elles ne dysfonctionnent pas pour rien. Le dysfonctionnement des services publics, c'est aussi une façon de mettre la pression sur les populations, parce que c'est très gênant, hein, à plus d'un titre. C'est pas seulement fait pour ça, mais c'est aussi fait pour ça. Donc, vous voyez, quand on descend, plus on descend, plus on a des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire relativement honnêtes, sincères, désireuses de vivre en paix dans une société relativement harmonieuse, mais qui n'ont pas la vision d'ensemble et qui surtout subissent l'échelon du dessus, c'est-à-dire l'échelon de dysfonctionnement pervers. C'est le burn-out dans les entreprises et c'est maintenant le type de gouvernance que nous avons au niveau politique, qui reprend à peu près le fonctionnement ou les dysfonctionnements plutôt des entreprises quand elles sont perverses. Vous voyez, donc ça c'est un peu l'organisation. Il y a comme une sorte d'écoulement, en fait, de contagion perverse qui part du sommet ou de plusieurs sommets, il n'y a pas nécessairement un seul sommet, et qui ensuite descend jusqu'aux populations innocentes qui subissent de plein fouet les conséquences de ces politiques en ayant du mal à les saisir dans leur globalité. Ça a été la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, pour aider les personnes à saisir le plus possible ce qui nous arrive dans la globalité. Parce que c'est comme une sorte de grande toile d'araignée. Et en fait, vous savez, l'araignée, elle sait qu'une petite mouche est posée dans sa toile quand il y a une petite vibration. Hein, mais quelquefois, la vibration, elle est tout au bout de sa toile. Mais la logique de la toile qui s'applique. Donc, saisir quelque chose à un moment donné permet de comprendre l'intégralité du processus. Et ce processus continue, bien sûr, depuis le Covid. Alors, on peut, si vous le voulez, Lise, reprendre un petit peu les grands chapitres qu'on avait évoqués, si ça vous dit, hein, de procéder comme ça, pour voir Volontiers, oui. comment ils ont évolué depuis. Hein, bon, la base de tous les totalitarismes, et ce que nous avons eu beaucoup pendant la crise Covid, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la peur. Alors là, bien sûr, avec le Covid, je n'y reviens pas, mais ça veut dire quoi l'instrumentalisation de la peur? Ça veut dire qu'on peut utiliser soit un événement réel qui effectivement peut être apeurant, je ne sais pas, des gens qui envahiraient la France, d'ailleurs symboliquement c'est un peu ce qui se passe, de gros problèmes climatiques, etc., avec des conséquences graves. Il est normal, oui, je répondrai à cette question, on y avait un tout petit peu répondu la dernière fois, mais ça mérite d'y revenir. Donc, on peut utiliser des événements concrets, mais la plupart du temps aussi, on invente des événements de manière à apeurer les populations. Bon, ça, de mon point de vue, tout ce qui se passe, et Trump apparemment vient d'en parler aussi, une grande partie de ce qui se dit sur le plan du climat et même de l'écologie en général, je dis bien une grande partie, pas tout, est totalement faux, d'après de grands spécialistes, qui ne sont pas ceux qui sont interrogés tous les jours, malheureusement, mais c'est totalement, c'est ce qu'Aldosteron appelle de l'escrologie, c'est-à-dire on part d'une difficulté et en fait on la présente d'une manière fausse, mais qui va permettre de peser sur la population et de faire prendre à la population des décisions qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas dans son intérêt. J'entendais ce soir qu'apparemment notre nouveau Premier ministre, entre autres choses, aurait l'intention d'augmenter sévèrement le prix, je ne sais pas si c'est directement des billets d'avion ou des taxes sur les billets d'avion, mais ils ont très clairement annoncé qu'il s'agissait de moins voyager. Alors nous, les complotistes, nous nous y attendions depuis longtemps, soi-disant, évidemment, pour éviter trop de carbone, toujours pareil. Hein. Et ce qui, si vous aviez demandé il y a 10 ans aux gens, bien qu'à mon avis, on aurait pu le demander gentiment et intelligemment, de voyager beaucoup moins en leur disant c'est mauvais pour la planète, ou en leur disant ce serait quand même bon d'économiser un petit peu, un certain nombre de choses, les gens n'auraient pas été d'accord. D'autant plus que rien ne prouve que ce soit mauvais pour la planète dans l'état actuel des choses. Donc, ce qui, si vous aviez demandé il y a 10 ans aux gens, bien qu'à mon avis, on aurait pu le demander gentiment et intelligemment, de voyager beaucoup moins en leur disant c'est mauvais pour la planète, ou en leur disant ce serait quand même bon d'économiser un petit peu, un certain nombre de choses, les gens n'auraient pas été d'accord. D'autant plus que rien ne prouve que ce soit mauvais pour la planète dans l'état actuel des choses. Donc, ce qu'ils veulent à travers ça, cette utilisation faussée de ce problème, de soi-disant problème de carbone, c'est simplement pour que les gens restent chez eux.
Ils veulent que les populations, et ça traîne à différents endroits dans diverses publications, ils veulent que les populations restent sur place, restent chez elles. Ils veulent limiter les flux, parce que les flux, c'est la liberté. Les flux, c'est les échanges, c'est la possibilité de savoir ce qui se passe dans tel pays, dans tel autre. C'est aussi la possibilité de fuir, de quitter un pays qui serait devenu impossible à vivre. Donc, ils sont en train nous le savions, nous l'avions prévu, hein, les gens qui travaillent dessus depuis des années, ce qui n'était pas mon cas, hein, donc je me remets totalement à mes prédécesseurs là-dessus, mais on voit bien que les choses sont avancées avec de faux nez. Donc, on crée des peurs. Ah oui, peut-être que c'est terrible, la planète va s'effondrer, on va plus pouvoir respirer, donc on va être d'accord, on arrête de voyager. Le comble de ça, ce sont malheureusement tous ces jeunes qui parlent très clairement de ne pas faire d'enfants Enfin, pour ouais. ne pas encombrer la planète, pour ne pas détruire un peu plus la planète. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait moins de gens sur Terre, donc si nous faisons moins d'enfants, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'ils veulent. Et malheureusement, on a des jeunes aujourd'hui qui pensent très sincèrement ça, bien sûr. Donc, vous voyez comment tout ça est construit pas à pas, progressivement, et la peur est instrumentalisée au sens où elle est principalement quelquefois inventée, les causes en sont inventées, ou exagérées, ou présentées de manière fausse. Mais le résultat, c'est d'essayer de faire peur à la population. Et malheureusement, cela marche au moins sur une partie de cette population. Il faut beaucoup d'instruction, beaucoup d'éducation et beaucoup de temps aussi pour aller voir les véritables informations, pour chercher, pour croiser les informations, ce que disent les uns et les autres sur ces sujets. Et les gens n'ont pas le temps de faire ça. On ne peut même pas leur en vouloir de ne pas le faire. On s'arrange pour qu'ils n'aient pas le temps de faire ça, pour que leur vie soit de plus en plus orientée sur des exigences matérielles. Donc l'instrumentalisation de la peur, ça a continué et ça va continuer avec la question climatique qui vient donc juste à l'instant d'être instrumentalisée par notre nouveau Premier ministre avec donc cette charmante mesure pour augmenter le coût des trafics aériens. Accessoirement, ça nuit aussi énormément à l'économie, hein, ce qui est aussi un des objectifs de l'appauvrissement des pays européens et de nos nations, voilà, là encore, pour nous contrôler et pour partager le pays, de donner les principaux intérêts du pays à des intérêts privés. Donc c'est un exemple. Un autre exemple étant la Russie, bien entendu. Alors pas la Russie en tant que telle, je ne vais pas revenir sur j'en ai pas les compétences, et je pense que je pense, mais je n'ai pas les compétences pour travailler sur le fond du sujet. Mais juste pour dire quand même qu'a priori, d'après la plupart des spécialistes crédibles, la Russie n'a jamais eu l'intention, et ce ne serait pas réaliste pour elle, d'envahir l'Europe. Alors, ça peut finir par se faire parce que si elle est encore trompée par le temps, comme elle a déjà été trompée précédemment, elle peut finir par se dire qu'elle va intervenir préventivement pour cesser de se faire avoir. Je ne sais pas, je ne donne qu'une opinion là-dessus, bien sûr, hein. Mais avoir été dit aux populations qu'il fallait absolument réarmer, se réarmer, etc., parce que nous allions tôt ou tard être envahis par la Russie, c'est du point de vue de la plupart des personnes, et j'avoue que je le partage, c'est totalement excessif et ça n'est pas crédible. Mais voilà, comment voulez-vous, pour la plupart des personnes, savoir si c'est crédible ou pas, hein? Donc, vous voyez, on continue à instrumentaliser un certain nombre de peurs et ça continuera sur d'autres choses, bien entendu, de manière à faire avancer ces sujets-là. Alors, D'autant, Marion, que, comme vous disiez, il y a beaucoup de sujets en même temps, pour reprendre une expression de notre cher oui, président, avec le fameux à chaque fois nous sommes en guerre et cette destruction permanente de nos valeurs, des choses à l'endroit à hier sont à l'envers aujourd'hui. Enfin, tout a perdu son sens. Enfin, tout est inversé. C'est même pas perdu son sens, pas que perdu oui, son sens. Avec la novlangue, avec tous ces nouveaux mots, toutes ces nouvelles valeurs qu'on veut absolument nous faire mettre de force. Et on a l'impression, et c'est même pas une impression, c'est réel, que nous sommes attaqués de tous les côtés. C'est-à-dire à la fois sur oui, nos valeurs, nos enfants, l'économie, les services publics, comme vous disiez, l'agriculture. Enfin, en fait, on n'a pas de temps de respiration, vous le disiez oui, bien aussi, et que pour contrebalancer toute cette perversion et tout ce plan-là, ce mécanisme qui est mis en place, il faut du temps, il faut de l'attention, il faut faire des recherches et il faut aussi avoir une éducation, s'éduquer et mhm, s'ouvrir, avoir un champ de vision et d'observation plus bien sûr. large.
Alors, je remercie au passage les médias qui font ce travail-là, hein, tous les jours et qui vont Oui, dans, les médias mainstream. Je pense notamment là, mais il y en a d'autres, à Rémi, Juste Milieu, que je salue, qui fait ce travail de synthèse en plus en nous faisant rire. Donc ça, c'est oui. qui fait ce travail de synthèse-là parce qu'il a bien compris que nous n'avons pas le temps, tout le temps, justement, de faire ce travail-là. Et une personne comme moi, je m'inclus dedans, qui ne regarde plus les merdias, comme je les appelle, pardon pour le terme, mais mainstream depuis 16 ans déjà, je n'allume plus la télé. C'est-à-dire que si j'ai pas le relais sur les réseaux sociaux, je ne Mmh. sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire que là, je sais quel est le nom du Premier ministre, mais je suis incapable de citer tous les noms des ministres, etc., parce que ça ne me On n'en concerne a pas. pas Ce qui n'est pas encore, Lise, alors ça, c'est normal, hein. oui, bah, c'est possible. On n'en a pas pour l'instant. Ça change pas grand-chose d'ailleurs qu'on en ait ou pas, hein. Non, mais c'est tout à fait Là juste, de aussi, toute façon, enfin, je pense que le plus probable dans toute cette espèce d'épopée depuis la dissolution de tout ce qui se passe là, c'est qu'ils gagnent du temps. Ils n'ont pas besoin de gouvernement. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de fonctionnement démocratique. Donc, ils changent une tête de temps en temps, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Pendant qu'ils essaient d'attirer, notamment les médias mainstream, je pense que vous vouliez dire médias alternatifs tout à l'heure, hein, en parlant de Rémi de Juste Milieu, oui, oui, mais je c'était les disais médias que je ne regarde plus les médias mainstream, mais lui va dans les médias mainstream pour nous rendre compte de effectivement, et alors que j'en ah oui, aurais mais ça c'est aucune une idée, utilité. Oui, oui, tout à fait, ça peut être, utile de faire ça. Donc je pense que tout ce cirque auquel nous avons droit depuis plusieurs mois, les sert également, leur est utile. Ils n'ont pas l'intention, comme je dis qu'ils n'avaient pas l'intention d'être compétents. Quand on dit que le gouvernement est incompétent, c'est pas le sujet, parce qu'ils n'ont pas l'intention d'être compétents. Et s'ils doivent être compétents, c'est dans leurs objectifs. Et là, ils sont très compétents. Donc, gagner du temps ou perdre du temps, bien sûr, pour notre pays et pour les Français, c'est perdre du temps, hein. Parce que pendant ce temps-là, nous n'avons personne qui essaie de nous sortir de là. Enfin, si, on a des gens, mais pas au gouvernement, des gens qui réagissent. Moi, je pense à Alexandre Jardin avec ses gueux, tout ça, je pense que c'est extrêmement précieux. Et il y a plein de gens, on en a rencontré à l'UER ce week-end. Il y a encore des gilets jaunes, il y a des personnes qui agissent, il y a des associations sur le terrain. Il y a plein de gens qui se remuent et qui essaient de faire avancer les choses. Mais au niveau de notre gouvernance, tout temps perdu est un temps pour eux. Pendant ce temps-là, ils avancent. La preuve, comme par hasard, on change de Premier ministre et quelques jours après, alors qu'il n'a même pas encore formé son gouvernement, il nous parle déjà de ponction sur l'assurance vie des Français, enfin sur la rentabilité de l'assurance vie quand même, c'est quand même énorme, et sur les livrets bien sûr, et puis donc enfin, j'ai pas le détail, hein, je donne ça un peu en direct, donc surtout allez voir le détail parce qu'il n'est pas encore vraiment sorti. Mais comme par hasard, c'est évidemment pas lui qui d'un seul coup a eu cette idée formidable de dire et si on prenait un peu d'argent sur l'assurance vie. Tout ça c'est programmé, c'est prévu, voilà, et chacun vient faire sa petite musique, et pendant ce temps-là, les sujets sont vraiment traités ailleurs. Nous, on nous fait un écran, un théâtre d'ombre, hein, avec des petits personnages qui s'agitent, les médias qui s'agitent. Ah là là, le Cornu a prévu ceci, le Premier ministre a prévu cela. Tout le monde, enfin, eux essaient de s'agiter. Malheureusement, il y a des personnes devant leur écran qui s'agitent aussi, qui montent et qui descendent. Et c'est vrai que c'est de l'énergie perdue. Vous faites bien de ne pas regarder, Lise, ça ne sert à rien. Sauf à savoir ce qu'ils ont en tête comme prochaine étape. Ça peut être utile. et comme vous le disiez dans la première émission, et ce que vous sous-entendez là, c'est qu'il y a un plan, effectivement, et ce n'est pas, vous le dites même dans votre livre, hein, ce n'est pas complotiste de dire ça, il faut aller chercher les faits et aller Non, vérifier, notamment sur le World Economic Forum. Je vous encourage à aller voir, hein, sur la page web, tout est écrit, tout est bien documenté. Dans le livre de notre cher Klaus Schwab, tout est écrit. Donc ça, c'est encore une fois de prendre le temps, et c'est important d'aller voir, même si c'est pas gai, c'est bien parce que finalement, être complotiste et avoir quelques coups d'avance, c'est pas nous oui, sommes des devins, c'est juste que le plan suit cet oui, ordre-là et tout non, se déroule parfaitement. parce que le pervers annonce toujours ce qu'il va faire d'une manière ou d'une autre. Et il y a plusieurs raisons à ça. Il l'annonce également parce que d'une certaine manière, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. C'est là que c'est extrêmement pervers, voyez. C'est à la fois, ça n'est absolument pas proposé à la population. Bien sûr, il n'y aura jamais de référendum, enfin en tout cas pas avec le gouvernement tel que nous l'avons aujourd'hui. Euh, Ça n'est pas proposé selon les institutions, ça n'est pas, ça ne revient. Enfin, imaginez qu'on puisse avoir une guerre sans être revenu à l'Assemblée pour avoir l'avis au moins des représentants nationaux. Il y a belle lurette que ça aurait dû être fait, théoriquement, hein. Dans les institutions, c'est prévu comme tel.
Donc, tout ça pour dire que ça n'est pas, on ne revient pas vers le peuple, lui dit quand même ce qu'on va faire. Et on lui dit ce qu'on va faire de manière détournée ou de manière excessive pour que, d'abord, ce soit difficile à croire, donc on puisse se diviser entre nous, qu'il y ait des gens qui disent: «Tu te rends compte, ils prévoient ça?» Enfin, ce qui est arrivé pendant le covid, hein, les complotistes, les pas complotistes, et cetera. La division de la population est aussi quelque chose qui sert le manipulateur et le pervers. Donc ils annoncent les choses de manière excessive. C'est vrai pour les farces également, hein, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai écouté le détail de ce que vous avez passé dans votre émission l'autre jour. C'est un florilège de manipulation, je pense, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc cette notion, il y a aussi cette notion de qu'on ne puisse pas, d'une certaine manière, ils ont inversé le consentement. Depuis quelques années, ne rien dire, c'est être d'accord. C'est-à-dire c'est un consentement passif maintenant. Si vous ne réagissez pas quand on vous fait une horreur, eh ben c'est que vous êtes d'accord. C'est évidemment totalement pervers. C'est vrai pour les varces, ils sont en train d'essayer de pousser les choses, et si ça passe, comme diraient les jeunes, si ça passe crème, eh bien ils ressortiront l'étape suivante. C'est vrai pour tout ce qu'ils font, en fait. Ils avancent, pion, et ils voient si ça résiste ou pas. On l'a vu plusieurs fois. Et si ça résiste, eh bien ils reculent. On l'a vu aussi, y compris pendant la crise, puisqu'apparemment ils avaient des projets encore beaucoup plus violents sur la façon de vacciner les gens, et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont sans doute pas fait parce qu'il existait des médias alternatifs qui ont prévenu, qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, attention, ils envisagent d'envoyer des brigades pour piquer les gens chez eux. Probablement, ça a été à un moment donné envisagé. Je n'en sais rien, je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Mais il semblerait que ça a été prévu et ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont su que les populations étaient informées, au moins en partie. Donc, ils inversent la notion de consentement. Si vous ne dites pas très clairement non, ça ne passera pas, nous ne voulons pas, eh bien, ils considèrent qu'ils vous ont posé la question puisqu'ils vous l'ont avancé sur un plateau. Et donc, bah, si vous avez laissé faire, vous avez laissé faire. Juste à ce sujet-là, ma fille, l'année dernière a subi, hein, je vais dire ça parce qu'en plus j'avais prévenu l'école et cetera, un cours, d'éducation à la sexualité, d'éducation à la sexualité, et on lui a dit textuellement, alors j'ai la chance d'avoir des enfants qui me parlent beaucoup, Oui. enfin, qui lui ont dit, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo coup de gueule là-dessus parce que je l'ai encore en travers de la gorge: «Tu sais, si un adulte te touche, tu as le droit de dire oui ou non». Ah bah Et voilà, c'est pour ça que ça me fait tilt, là, quand vous parlez de oui, consentement, bien c'est sûr, c'est pile poil ça. Et bien je sûr. je disais: «Comment on peut dire à un enfant, un adulte a le droit finalement de te toucher et c'est à toi de dire oui ou non». À un enfant donc de 10 ans, enfin même pas, elle avait 9 ans à l'époque. Bien sûr. Ils ont le culot de dire que, cet enseignement, je vais y revenir, mais, est là pour protéger les enfants de la pédocriminalité. Là encore, c'est tout l'inverse. Ils franchissent avec cet enseignement des limitations psychiques des enfants qui ne peuvent en aucun cas parler de sexualité, à qui on n'a pas à parler de sexualité. Ils ne sont absolument pas mûrs pour ça, ils ne sont absolument pas prêts pour ça. Et les conséquences de ça, ils le savent très bien, c'est que s'ils font effraction dans la petite psyché des en leur imposant même un imaginaire qui n'est pas de leur âge, ils les traumatisent. S'ils les traumatisent, et puis ils les traumatisent, donc ils les rendent possiblement à l'âge adulte plus fragiles à la soumission, plus fragiles à l'abus. On sait que malheureusement, les personnes qui ont été abusées, bien entendu, on peut travailler sur soi, on peut se rétablir, mais en l'absence de tout un travail qui n'est quand même pas rien, la personne qui a été abusée est plus fragile qu'une autre à l'abus à nouveau. Donc, ils préparent une génération de gens abusés, pouvant être abusés et plus soumis. Par ailleurs, le fait même qu'un adulte puisse parler à un enfant de ce genre de choses, ils sont en train d'instaurer, pour une première fois, ils brisent un tabou, qui est le tabou que tout ce qui est de cet ordre-là, à cet âge, ne doit pas être évoqué. Et donc, si un adulte plus tard vient proposer à un enfant un jeu sexuel ou quelque chose de ce genre, c'est quelque chose que l'enfant aura déjà fait à l'école. Il y aura un précédent. Alors, sur cette les parents font quoi? Beaucoup de parents se mobilisent actuellement, hein. Je vois que c'est Ah oui, oui. vraiment c'est formidable. Oui, oui. La Ça fait 1re depuis chose que
Oui, c'est formidable, Pardon. j'en vois de partout. La première chose qu'il faut dire et répéter absolument partout, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle à faire à l'école. Je ne parle même pas de l'âge, de n'importe quoi, il n'y a pas l'école n'est pas un lieu d'éducation. L'école n'est pas là pour éduquer. Merci, c'est gentil. L'école est là pour instruire. D'ailleurs, je crois que sous la Troisième République, je crois, on parlait du ministère de l'instruction civique. Ça, c'était le bon terme. Éducation nationale, déjà, ça sent le totalitarisme. L'école et l'État ne sont pas là pour éduquer nos enfants. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle est la toile d'araignée derrière? C'est très clair. Et c'est très clair quand on entend aussi ce que vos invités de l'autre jour ont cité, les gens qui sont passés devant le CESE pour dire quelle était l'idéologie derrière tout ça. Ça, je pense que si on en fait un tract et on distribue ça à tous les parents de France, on va avoir une très nette avancée dans la possibilité d'éveiller les gens. Ce qu'ils ont en tête derrière ça, c'est la fin de l'autorité parentale. L'enfant naît et il appartient le plus vite possible à l'État. Il appartient à l'État pour qu'on puisse le former son petit esprit, sa petite psyché, à être le citoyen de demain. Je ne vous fais pas un topo sur ce que serait le citoyen de demain dans cette logique-là, hein, parfaitement soumis, ayant gobé toutes les doxas, donnant son bras pour la piqûre une fois par an, etc., etc., etc. Plus de libre arbitre, plus de contestation, enfin un système totalitaire, vous savez, au moins autant que moi. Donc, il prépare ça, et quand vous lisez, je vais y revenir un instant, ce que ces gens disent en termes d'idéologie, c'est très clairement un combat contre l'autorité parentale. Ils sont en train de nier l'autorité parentale. Si vous pensez qu'on a le temps, Lise, j'avais prévu peut-être de reciter quelques phrases. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc, ce que disaient ces personnes qui passaient donc devant le comité économique et social, alors je ne sais pas d'où viennent ces associations, est-ce qu'ils ont été associés à la mise en place de l'EVARS en France, je ne sais pas au nom de quoi ces personnes parlaient, mais bon, toujours est-il qu'elles semblaient défendre l'idéologie qui est à l'origine de ce projet EVARS, en tout cas en France, puisqu'on sait que c'est un projet de l'ONU au départ, hein, qui est décliné dans les différents pays, chacun son tour. Première citation. Les enfants ne sont plus des sujets d'autorité paternelle, ils sont des sujets de droit autonome et des citoyens à part entière. Alors là, on peut tout reprendre. Les enfants ne sont plus des sujets d'autorité paternelle. D'abord, cette personne n'a aucune connaissance du droit parce qu'on n'est plus dans un système de droit romain en France depuis fort longtemps. Il ne s'agit pas d'autorité paternelle, il s'agit d'autorité parentale. L'autorité est partagée entre les deux parents, sauf cas exceptionnel, je ne viens pas sur ce genre de détails. Ne sont plus des sujets d'autorité paternelle. Ah bon? Qui a décidé de ça? Au nom de quoi? Est-ce qu'on a changé la loi en le disant aux Français? Nous avons été convoqués par référendum pour savoir si nous étions prêts à renoncer à notre autorité parentale. Ils sont des sujets de droit autonome. C'est quoi un sujet de droit autonome? C'est un adulte, c'est un citoyen, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a atteint la majorité civique et sociale, qui paie ses impôts. Voilà, c'est ça un citoyen. Les enfants ne sont pas des citoyens. Et donc, et des citoyens à part entière. Non, bien entendu, un enfant n'est pas un citoyen à part entière. Pourquoi? Parce que c'est un être en devenir et qu'il doit être protégé jusqu'à ce qu'il soit en capacité d'être un citoyen à part entière. Donc, un enfant a des droits, il doit être protégé. Quand il n'est plus protégé par ses parents, il peut l'être par la société, mais la personne, le couple qui par essence même est là pour protéger l'enfant, ce sont les parents et c'est l'autorité parentale. L'autorité parentale en droit est première, elle est plus forte que tout. Aucun service public, aucune de l'État n'a le droit de se substituer à l'autorité parentale. Ce que dit cette personne, alors on ne sait pas d'où elle tire ça, de son chapeau. Elle a d'un seul coup décrété que les enfants n'étaient plus soumis à l'autorité parentale. Ben voyons, qui a décrété ça? Et quels parents aujourd'hui en France seraient prêts à signer ça? Deuxième déclaration, alors cette personne-là, elle est très dans le folklore, là, des sujets de droit à part entière dotés de véritables expertises d'usage et d'expérience. Quelqu'un comprend ce que c'est qu'une expertise d'usage en cette matière, ça n'a aucun sens. Ça, c'est du remplissage, c'est du bobard pour peut-être, je ne sais pas, remplir. Ensuite, Evars, alors une autre personne. Evars, c'est le signe d'une société qui cherche à s'affranchir des rapports de domination inégalitaire. Donc, l'autorité parentale, les parents
aurait de l'autorité sur l'enfant par sadisme en fait, par désir de domination inégalitaire. De même que les hommes veulent dominer les femmes, que les femmes voudraient dominer les hommes, eh bien les parents veulent dominer l'enfant et c'est pour ça qu'ils ont de l'autorité sur lui. Mais c'est du délire. On est en plein délire. Alors la stratégie là, je ne vous dis pas tout le reste, hein, peu importe, mais là on voit très clairement que toutes ces personnes qui ont parlé, elles s'attaquent à quoi? À l'autorité parentale. Elles sont en train de nous dire ce qui est archi faux en droit, que l'autorité parentale n'existe plus, voire même qu'elle est toxique. Elle est mauvaise pour l'enfant. Il s'agit d'une domination inégalitaire. Bien sûr qu'il y a une égalité entre l'enfant et l'adulte. Et c'est bien parce qu'il y a une égalité entre l'enfant et l'adulte que l'autorité parentale est là pour protéger l'enfant. Donc, je ne vais pas tout lire parce que c'était un peu long, mais ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que l'enjeu pour les parents est absolument considérable, mais l'enjeu pour toute la société. C'est pour ça que j'ai apprécié, il y avait cette dame Isabelle là, qui était dans votre émission l'autre et qui a dit, moi, j'ai pas d'enfant et je milite pour que ces choses-là cessent. Elle a tout à fait raison, parce que les enfants, c'est la richesse d'une société, qu'on en ait soi-même ou qu'on n'en ait pas, on doit tous être solidaires pour se rendre compte de ce kidnapping que l'État est en train d'essayer de mettre en place. Et ce n'est pas pour rien. J'ai dit qu'il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'est de former les enfants comme ils ont envie de le faire. Le deuxième objectif, c'est effectivement, très probablement, de favoriser la pédophilie. De favoriser la pédophilie. Quand vous rapprochez cette évarce d'autres chiffres qui ont été donnés, même je crois dans votre émission de l'autre jour, 97% des plaintes pour abus sexuels d'enfants restent sans solution, sans décision. 97%. La Civise, avec le juge Durand, qui faisait un travail remarquable pendant les premières années de son initiation, ils ont enlevé le juge Durand. On n'entend plus parler de la Civise. Je ne sais pas s'ils travaillent encore, ce qu'ils font. Il y a eu un scandale tout de suite derrière, parce qu'apparemment, on avait mis une personne qui n'était pas du tout de mœurs normales non plus, et ils l'ont écarté. On n'entend plus parler de ça. Donc, ce qui se passe, et ça, Isabelle, qui était avec vous l'autre jour, l'a à peine évoqué, et je reviens dessus parce qu'elle avait totalement raison de l'évoquer et qu'il faut absolument insister là-dessus. L'État ne joue plus du tout son rôle de protection des enfants, car l'État a un rôle de protection. C'est quand même pas les parents qui vont descendre dans la rue en cohorte pour attraper les violeurs et les abuseurs. Donc l'État a un rôle à travers la police, la protection, la justice, c'est-à-dire ensuite sanctionner quand il y a eu des abus, et aussi tout un système de protection comme l'ASE qui actuellement pose aussi d'énormes problèmes, hein, avec un excès on enlève les enfants aux parents de manière totalement abusive visiblement. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'État, ils ne font pas. Mais ils ne font pas d'une manière qui est même incroyable. Comment osent-ils faire aussi peu? Comment osent-ils à ce point ne rien faire? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont en train de faire glisser, alors cette fois-ci, ce n'est pas la notion qu'on évoquait tout à l'heure de consentement, là, ils sont en train de faire glisser la notion de responsabilité sur la victime. Et ça, Isabelle l'a évoqué, elle a parfaitement raison. C'est-à-dire que ce qu'ils vont dire, c'est que, ah mais nous, on a fait ce qu'il fallait, puisqu'on a informé les enfants. Ce qui, là encore, est une monstruosité, je ne le dirai jamais assez. C'est une effraction psychique et un trauma. Mais, très heureux, c'est pour protéger les enfants, on les informe, on leur dit tout ce qui peut leur arriver, on leur explique plein de choses qui sont même pas toujours utiles pour les adultes d'ailleurs, mais c'est soi-disant pour les protéger. Donc, quand il y aura de petites victimes qui vont se plaindre, bon, déjà elles ne sont pas entendues, déjà aujourd'hui, mais l'État pourra dire, ah ben nous on n'y est pour rien, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait un programme d'éducation à l'école, etc. On n'y est pour rien. Et Ça, hop, c'est très important, effectivement, de le souligner de nouveau. Ariane Biléran, Virginie Desrojoreka aussi l'avaient bien dit, le disent depuis, on en parle depuis 2021 au moins. tout à fait. Effectivement, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu et qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour vous prévenir. Et même plus loin, finalement, en sachant tout ça, si tu n'as rien fait, toi, enfant, c'est que tu étais consentante. On en Voilà. revient encore aussi au On en consentement. revient à Et ça. ça, c'est très, très pervers et très dangereux, effectivement. On en revient à cette notion que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, je suis restée sur la peur, mais finalement, on l'évoque au fur et à mesure qu'on avance là-dessus, c'est cette notion aussi de disqualification de la population, d'humiliation, d'infantilisation,
ils veulent abîmer la population, que ce soit au plan physique comme au plan moral. Ils veulent un troupeau de gens démolis. Quand vous êtes totalement dépressif ou démoli, c'est sûr que vous ne résistez pas beaucoup à grand-chose. Il faut arrêter de se soumettre. Ben oui, c'est tout à fait vrai. Il faut arrêter ça. Alors, je ne sais pas si le pays est mou du genou, parce qu'on a quand même affaire, là, il ne faut surtout pas l'oublier, on a affaire à une programmation d'ingénierie sociale qui est remarquablement, qui est d'une complexité. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des organismes de conseil derrière, il y a des cabinets, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ça depuis 2 siècles. Nous, on découvre un peu, alors il y a des gens qui connaissent mieux que d'autres, mais quand même, on voit à l'œuvre au fur et à mesure, et au fur et à mesure, on se dit, ah, là, il se passe ça, et là, ils veulent faire ça. Mais bon, beaucoup de Français ne voient pas ça du tout, bien sûr. Alors c'est ça peut-être Marion, je sais pas si merci en tout cas d'aborder aussi ce sujet de l'EVAR. Je sais pas si vous vouliez aussi, parler, rapidement, on en avait parlé en off, du projet, fin de vie, mourir dans la dignité et cetera, parce que ça aussi c'est du même ordre et peut-être après quand même enclencher un petit peu pour redonner du souffle Oui, et sur les solutions, aussi tout qu'on à peut fait. proposer collectivement et même déjà individuellement. On en avait déjà parlé, mais je pense que c'est important de redonner Oui, du souffle là depuis la oui, rentrée, oui. c'est très, très compliqué, pour beaucoup de monde. Oui. Alors, on a la même perversion de l'autre bout de la vie. Alors, perversion qui commence souvent par le vocabulaire, ça vous êtes habitué maintenant aux glissements sémantiques qui font que, bah, par exemple, on ne parle pas d'euthanasie, alors qu'il s'agit bien d'euthanasie, de rien d'autre. On ne nomme pas les choses avec les bons mots, et on parle d'aide à mourir. On l'avait déjà dit la dernière fois, mais quand on parle d'aide à mourir, tout le monde a les oreilles. Il suffit de nommer. Je me souviens dans les années 80, ça nous faisait beaucoup rire. On n'avait pas des doses trop fortes de ça. Vous vous souvenez, c'est l'époque où on ne pouvait plus parler de femmes de ménage parce que paraît-il, ça n'était pas respectueux pour elles, et on parlait de technicienne de surface. Et c'était à mourir Oui. de rire. Et on est tous revenus à la femme de ménage pour qui on peut avoir pour autant un immense respect. C'est pas du tout le problème, mais il faut nommer les choses comme elles sont. Mais on avait parlé, soi-disant, pourquoi pas, pour rehausser un petit peu la dignité du métier, on parlait de technicienne de surface. Tout est comme ça. C'est-à-dire que la première dissimulation de la perversion, c'est derrière des mots qui sont des mots truqués. Bon, vous êtes habitué, Oui, je puis ferai pas. il y a quand même, pardon, aussi dans l'aide à mourir quelque chose de beau, de digne, Oui, de bien entendu. respectueux, comme on a fait un petit peu sacrificiel aussi, comme pendant le Covid. En fait, se faire injecter ou mettre des masques et se distancier socialement pour protéger les autres. Donc cette notion de sacrifice, quelque chose de beau et de noble, quoi. Oui, sauf qu'on n'a rien à sacrifier normalement en société. Là encore, le sacrifice est une décision personnelle qu'on prend souvent pour des raisons vraiment très intimes, éventuellement spirituelles, mais peu importe. Mais la société et l'État, à moins que tout autre, a demandé un sacrifice à la population, qui demande un sacrifice aux gens qui ont donné leur vie pour être militaires, etc. Et encore, ça doit être encadré de manière raisonnable. Mais c'est la population, non. On a demandé de cette même manière aux étudiants pendant le Covid de faire un petit effort, un petit sacrifice en n'allant pas à leurs cours, etc. Ce n'était pas un petit sacrifice. C'était la destruction d'1 ou 2 années de travail dans des conditions pour certains d'entre eux extrêmement difficiles, enfermés dans 30 mètres carrés, sans pouvoir travailler puisqu'on était confinés, etc., etc. Donc, tout ça, c'est vraiment la marque de la perversion. La première marque de la perversion, c'est le discours qu'on vous tient. Il faut apprendre tout ce qui est de l'ordre du glissement sémantique, des sophismes, c'est-à-dire des raisonnements qui sont de faux raisonnements, qui ne tiennent pas debout mais qui ont l'air beaux, comme ce qu'on vient de dire pour les VARS. C'est-à-dire, c'est pour protéger les enfants, et c'est tout le contraire. En quoi ça protège les enfants? Si l'État veut protéger les enfants, il arrête les pédophiles, il démantèle les réseaux, il fait passer les gens à 97% devant un juge, avec un jugement et avec une peine assortie, etc., etc. Ça, il n'y a rien de fait. Donc, surtout pas aller abîmer les enfants. Alors, pour l'aide à mourir, on est dans le même cas de figure. Il y avait d'ailleurs un article intéressant ce matin à ce propos dans Le Figaro d'une dame qui appelait à la décence. Alors, je dirais juste ça, parce que le débat, il faut aller voir, il y a plein de gens qui en ont parlé, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement. Mais la seule chose que j'ai envie de dire, parce que moi j'aime bien me positionner au niveau du plan global, sachant que le débat, vous pouvez vraiment le trouver. Il y a également Louis Fouché qui fait des petites
capsule actuellement très Oui, oui. intéressante avec un tas d'auteurs de ce mouvement-là, donc allez-y, c'est vraiment très intéressant. Mais ce que disait cette dame qui est totalement, ce qu'elle induisait avec délicatesse et courage, c'est que là encore, derrière ce qui se passe, c'est qu'on crée cette loi au moment où on a ôté tous les moyens à la santé publique française et à l'hôpital. Ce n'est pas un hasard non plus. C'est-à-dire que commencer à proposer aux gens, là encore, vous le savez, pas nécessairement en fin de vie, mais des gens qui ont déjà des pathologies qui effectivement à terme sont des pathologies, mais qui ont parfois devant eux plusieurs années de vie, etc. Et bien entendu, on sait, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, Falorni l'a dit lui-même, c'est-à-dire qu'on met un pied dans la porte et une fois qu'on a accordé la possibilité de transgresser le tabou, ça sert à ça les tabous. Hein. En psychologie, on nous a toujours appris que le tabou, il est intransgressable. Parce que dès qu'il est transgressé, c'est l'autoroute. On ne peut pas, là encore, il n'y a pas de en même temps là-dedans. On ne peut pas en même temps ouvrir un tabou et le refermer. Où le tabou est maintenu, aucun être humain ne peut tuer un autre être humain, même s'il peut, comme le disait Philippe Jules, sans tuer un autre être humain. Les médecins avaient déjà plein de possibilités aujourd'hui de ne pas faire d'acharnement thérapeutique, de ne pas continuer certains traitements. Il y avait plein de choses délicates que la loi Leonetti avait magnifiquement prévues. Donc on n'était pas obligé d'insister jusque-là. Mais là où est la perversion encore dans ce système, c'est qu'on a à un moment donné où il n'y a plus de place dans les hôpitaux, il va y avoir de plus en plus de gens dans les hôpitaux à cause des injections, notamment, pas seulement, mais des flambées de maladies diverses et variées, et les moyens sont en chute libre. On voit déjà ce qui se passe dans les services d'urgence et autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de plus en plus de pression sur les personnes malades, qu'elles vont se mettre elles-mêmes, en disant, ce qui est déjà souvent le cas, notamment des personnes âgées, à quoi je sers, je suis devenu un poids, je suis malade, je vais coûter de l'argent à mes enfants. Et c'est vrai, parce que comme l'État ne rendra plus son service public, c'est déjà le cas, seules les personnes ayant quelques moyens vont prendre la relève et aller dans des cliniques privées, puisque c'est le but, hein, ou des choses de ce genre. Donc les gens qui n'ont pas les moyens, ils vont dire, mais qu'est-ce que je fais? Vous imaginez les cas de conscience hein, aussi. Qu'est-ce que je fais pour mon parent qui est gravement Ouais. malade? Et à un moment donné, ça va naître dans l'esprit de quelqu'un, que ce soit de la personne malade ou de quelqu'un de sa famille, de dire, bah, si on abrégeait nos souffrances mutuelles, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Et là encore, l'État dissimule sa carence organisée derrière une fausse solution. Une solution qui est indigne, qui n'est pas humaine, qui transgresse les grandes lois naturelles de l'être humain et de la société depuis qu'elle est civilisée. Et il se cache là derrière en disant, vous inquiétez pas, on a une très très bonne solution, pleine de générosité, on va vous aider à mourir. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est de nous aider à vivre le plus longtemps possible et d'aider à vivre nos parents, nos grands-parents, à vivre jusqu'à leur mort, à vivre leur passage dans l'amour, dans la paix, dans l'accompagnement, avec une infirmière qui n'est pas obligée de faire 30 lits en même temps et qui va peut-être pouvoir rester un quart d'heure, lui prendre la main, comme elles font et comme elles ont toujours fait, sauf qu'elles pourront de moins en moins. Oui, Bon, puis justement, aider à vivre, justement, au lieu d'aider à mourir, on avait abordé ça aussi avec Rémi de Juste Milieu. On avait fait une grosse émission là-dessus, à ce sujet-là, parce qu'il a beaucoup oui, étudié ce projet de loi sous toute, oui, il a fait une très, notamment très bonne vidéo. l'aspect économique, avec le sentiment de Oui, vie accompli. Et effectivement, là, encore une fois, vous le dites très justement, parce que on n'y avait pas pensé. Forcément, quand les hôpitaux, enfin les hôpitaux, pardon, j'arrive plus à trouver public, j'arrive plus à trouver le nom, mais sont en train de s'effondrer et qu'il n'y aura plus techniquement moyen de garder les personnes en bonne santé, etc. Forcément, ça va faire un goulot d'étranglement et les personnes en viendront naturellement à cette solution-là. Et il y a aussi l'aspect économique en faisant croire, ou en promettant aux enfants de toucher telle prime si le parent part, de toucher tel oui. plan d'épargne, ou Alors etc. ça, je Il y a crois ça que ça aussi derrière. existe. Ça a été, ça n'a pas été annoncé en France pour l'instant, mais comme on a tous le même plan, ça ne devrait pas tarder. Je crois que ça a été annoncé, il me semble, en Hollande, ça.
et peut-être même aussi en Grande-Bretagne. Donc, et on a eu tout de suite un calcul, bon, qui méritait peut-être d'être fait, hein, on a calculé n'est pas nuire aux gens, mais effectivement, le calcul sur l'économie qui serait faite sur les retraites a été immédiatement fait. Je ne sais plus quel est le chiffre, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais le chiffre est sorti dans les jours qui ont suivi le débat, bien sûr. Les mutuelles et ont tout de suite calculé quelle économie ferait la collectivité. Oui, mais ça me fait penser encore, je l'avais dit, il me semble aussi pendant l'émission avec Rémi, à des problèmes mathématiques qui étaient soumis aux enfants pendant le nazisme. Un juif coûte tant à la société, une personne handicapée coûte tant à la société, etc. Combien nous Voilà. économiserions si nous mettions fin à leur vie? Enfin, Voilà. on est là-dedans, hein. C'est la perversion totalitaire dans toute sa splendeur, si on peut appeler ça une splendeur. C'est totalement malsain, c'est totalement, oui, il y a quelqu'un qui dit c'est malsain, oui, c'est sûr, va réduire le déficit de la sécu. Oui, bien sûr. Et là encore, on nous dit, quand même, par exemple, le Premier ministre précédent, François Bayrou, quand je dis qu'il s'agit d'humilier et d'abîmer les populations, a quand même eu le culot de nous dire avant de partir que la dette, l'importance de la dette et du déficit était due aux Français qui avaient tellement dépensé pendant toutes ces années de prospérité. Aux Et parce que, boomers. alors, c'est ce que j'allais dire, il ne faut pas rater Pardon. une non, il n'y a pas de souci. Il faut surtout pas rater une occasion de diviser les Français. Donc, il a même ajouté que c'était à cause des boomers qui avaient, soi-disant, flambé alors que très accessoirement, les boomers, en tout cas la génération vraiment d'après-guerre, ils ont surtout reconstruit la France. Ils ont surtout retravaillé dans les usines, remonté les usines, retravaillé les champs, etc. Ils ont reconstruit la prospérité. Alors évidemment, ils ont eu la chance, eux, d'avoir aussi une retraite à peu près correcte et de pouvoir mener leur vie à peu près bien jusqu'au bout. Probablement. Mais on est là encore en plein mensonge, en pleine perversité, en pleine manipulation. On ne parle absolument pas des 900 milliards de dettes du quoi qu'il en coûte du début du Covid, dont on ne sait d'ailleurs pas spécialement où ils sont passés, puisque les prêts qui avaient été consentis par l'État ont été, normalement, ils ont demandé le remboursement, en tout cas pour les personnes les plus modestes. Où sont passés ces 900 milliards? On n'en sait trop rien. En tout cas, il n'y a pas eu de retour aux Français ni par la Cour des comptes, ni quoi que ce soit de la façon dont cet argent avait été dépensé. On sait qu'il y a de la gabegie partout. Hein, je pense à Charles Prats, qui d'ailleurs a eu un tas d'embêtements parce qu'il a beaucoup travaillé, démontré tout ce que malheureusement, tout ce qu'on pourrait économiser simplement en cessant de jeter l'argent par les fenêtres et non y vend, notamment au niveau de l'État et des services publics. Et on ne parle pas d'autre chose, bien entendu. L'argent qui peut être mal employé, voire dont on ne sait pas où il passe, dans des technologies, soi-disant énergétiques et soi-disant utiles au pays, et voilà. Et l'argent disparaît et on ne sait pas, il faudra déconstruire ce qu'on a construit jusque-là. Donc tout ça est encore totalement, bien sûr, manipulatoire, hein, une fois de plus. Voilà, donc c'est important que les Français. Alors, on avait dit qu'on parlerait un peu de choses positives aujourd'hui, mais bon, c'est vrai que malheureusement, il faut commencer. Oui, il faut quand même commencer par reciter un peu tout ça parce que les méthodes sont toujours les mêmes et que la première défense, au bout du compte, c'est la compréhension, quand même. La première, j'allais presque dire le premier vaccin, parce que là, pour le coup, c'est un vrai bon vaccin. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez chopé une fois, hein, on vous l'a fait une fois, d'avoir à peu près compris comment ça fonctionne, vous êtes déjà immunisé contre une grande partie de cette manipulation. Ça ne règle pas la question de comment on fait pour s'en sortir, comment on fait pour sortir de là. Mais la première question que nous avons à régler, c'est comment on ne devient pas fou. Ça, c'est la question de Louis Fouché, j'adore. Il dit souvent, la première chose en ce moment, c'est de ne pas devenir fou. Mais il a totalement raison. La Oui, première oui. chose, c'est de rester sain d'esprit. C'est-à-dire de ne pas gober à toutes les bêtises que j'ai citées tout à l'heure, hein, voilà, sur l'autorité parentale, on a eu tout, sur le transgenrisme, sur les 92 sexes, sur toutes ces choses-là. La première chose, c'est de dire, ah non, mais ça, voilà, c'est clair, c'est ridicule, c'est pas ça, moi je sais ce qu'il en est. Donc il faut pour ça avoir compris et avoir des références sur la chose en tant qu'adulte. Je parle en tant qu'adulte déjà. Donc, savoir par exemple ce qu'on a toujours su, enfin je veux dire, ça fait 200 ans que les psys savent, et avant eux, je pense, 2000 ans de bon sens des tribus, avant même qu'on soit en société, on a toujours protégé l'enfant de la sexualité des adultes.
même dans les tribus dites primitives. Les enfants ne se retrouvent jamais au milieu des ébats, même pour les tribus qui font des ébats en groupe et tout ça. Non, les enfants ne sont pas là. À partir d'un certain âge, ils peuvent entendre des choses, mais ils ne sont pas là. On a toujours protégé les enfants de ça. C'est un savoir ancestral. Et comme par hasard, maintenant, on va nous dire, mais non, c'est tout le contraire. Donc, les adultes, déjà, doivent commencer par ne pas s'en laisser compter. Je pense que c'est le cas de beaucoup des personnes qui sont avec nous ce soir. Hein. Mais en même temps, c'est complexe de voir les tenants et les aboutissants et de voir la toile d'araignée avec un peu de hauteur. Ça n'est quand même pas si facile. Il faut aussi se remettre en question. Quelquefois, on fait des hypothèses qui ne seront peut-être pas les bonnes, et tant mieux si c'est mieux que ce qu'on pensait. Mais il faut déjà avoir un petit peu compris un certain nombre de choses de comment ça fonctionne. Après, pour les enfants, il y a beaucoup de choses à faire. C'est surtout ça dont je voudrais peut-être vous parler ce soir. Mais pour faire ce qu'il faut auprès des enfants, il faut avoir des adultes en bonne santé. Il faut que les adultes aussi soient bien dans leur tête. Alors, les solutions sont toujours les mêmes. Il faut comprendre. Ensuite, il faut travailler sur soi. Il faut se renforcer. Je suis désolée, je vais dire des il faut, c'est pas tellement un discours de psy en général, mais il va être extrêmement important d'être fort dans sa tête et dans son corps, vraiment un petit peu des deux. Comment on fait pour être fort dans sa tête? Il faut avoir des références solides. Bien sûr, quand on a une spiritualité, c'est utile, c'est très important. Votre émission s'appelle À cœur ouvert. J'y réfléchissais tout à l'heure en disant, bah oui, on aimerait ne parler que d'ouverture du cœur, mais à l'origine du cœur, enfin dans le mot courage, il y a le mot cœur. C'est-à-dire que le courage vient d'un cœur ouvert, en fait. Mais le cœur, il doit à la fois être ouvert et musclé. Vous savez, en spiritualité, on parle souvent de deux qualités essentielles qui sont la puissance et la douceur. Et d'une certaine manière, il faut arriver à faire l'inverse de ce que fait notre président, c'est-à-dire être doux avec les faibles et fort avec les méchants, avec la perversion, avec la méchanceté, avec tout ce qui est tordu comme ça. Voyez, en fait, il faut faire exactement le contraire de ce qu'ils font, hein, puisque tout est inversé. Donc, pour avoir le courage, il faut être ancré dans des valeurs fortes. Ça peut être des valeurs familiales, ça peut être des valeurs régionales, ça peut être des valeurs d'un métier que l'on adore, ça peut être des valeurs d'une organisation, quelle qu'elle soit. La spiritualité, bien entendu, c'est important. Peu importe quelle valeur, bien sûr des belles valeurs, hein, n'allons pas tomber dans leur travers à eux, des valeurs aimantes, des valeurs respectueuses de l'humanité. Mais il faut absolument avoir des valeurs, un étayage, être ancré quelque part. Et quand vous êtes ancré quelque part, la vérité, elle est évidente. Ça, c'est faux, d'emblée. Et quand c'est faux, c'est non. C'est pas peut-être, c'est pas. Alors, l'intérêt de connaître leur manigance, c'est que on est avant tout des êtres humains, et quand on ne fait pas très attention aux choses, la notion d'attention aussi va être très importante. Moi, je pratique beaucoup la méditation de pleine conscience, et j'invite vraiment toutes les personnes, que ce soit par la méditation, par la contemplation, par la prière, peu importe, travailler. Il y a des moments où il faut être très attentif. On sait que un mensonge dit une fois, ça choque tout le monde dit mais ça c'est faux. Souvenez-vous du wokisme, quand on a entendu parler du fait qu'il n'y avait peut-être pas que deux sexes, hein, ou en tout cas il n'y avait pas que deux genres, et qu'à un moment donné on pouvait avoir plein de genres différents, etc. La première fois qu'on a entendu ça, j'invite chacun à se poser la question de ce qu'il a ressenti, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous ça a été qu'est-ce que c'est que ce délire? De toute façon, ça va leur passer. Hein. On doit avoir 3-4 originaux quelque part qui pensent un truc pareil, et demain matin, on n'en parlera plus. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait des intérêts considérables derrière. Donc, ce truc totalement dément, totalement délirant aussi, il a été dit, redit, re-redit à différents endroits par des personnes ayant autorité, puis par des influenceurs. Il a été soutenu par des intérêts financiers considérables. On a commencé à entendre cette musique, puis on a appris, là j'invite peut-être vos spectateurs à aller voir le très bon ouvrage de Pierre-Antoine Plaquevent sur Georges Soros et comment il a fonctionné avec ça. Ensuite, les gens qui ont voulu avoir des bourses dans les universités pour travailler en matière sociologique ou autre, comme par hasard, ils n'avaient de bourse quand ils travaillaient sur ce type de sujet. Donc le sujet a encore plus émergé. Et voilà comment
on fait un entrisme sur un sujet délirant au départ et qu'on finit par l'imposer comme une norme sociale. Enfin, je crois qu'ils sont en train de rater, hein, mais ça nous a Oui, je quand crois même aussi que ça passe pas. Je le vois même chez les jeunes, ça percute quand même, ils se disent, oui, ça va tellement loin et c'est tellement gros et c'est très bien. voilà. C'est Et que c'est très, très bien. ça prouve que notre humanité est encore très saine. Mais évidemment, si on avait pu d'emblée tous crier à la folie et au délire, bon, on aurait peut-être gagné un peu de temps. Mais en même temps, vu les intérêts, vous voyez, je me contredis moi-même et j'en ai conscience, vu les intérêts considérables qu'il y avait derrière, ça n'aurait peut-être pas suffi. Mais soit intérieurement, dans ces cas-là, il est très important, et il va être très important vis-à-vis de nos enfants, bien entendu. Oui, la bonne action. On va parler de la bonne action, si vous voulez bien. C'est très important vis-à-vis de nos enfants de leur dire immédiatement, en tant que parents, ce que nous pensons de ça. Alors voilà, mon chéri, tu vas peut-être entendre parler de cette chose-là à l'école, etc. C'est valable pour les VAR, c'est tout ça, hein. Mais voilà ce que moi, ta mère, moi, ton père, nous pensons de la chose. Voilà, je t'explique pourquoi je pense ça. Peut-être plus grand, tu auras une vision un peu différente des choses, mais voilà. Et on explique et on justifie, et voilà, il faut absolument se positionner. Ça, c'est vis-à-vis des enfants. Mais c'est vis-à-vis de nous aussi. Après, il y a prendre soin de nous, c'est-à-dire tous les ancrages, alors la spiritualité, la nature, l'activité physique, essayer de bien se nourrir, ce qui devient extrêmement compliqué, prendre soin de nous et aussi travailler notre souveraineté personnelle, notre souveraineté intérieure. Ça, c'est pour les adultes. Et après, en même temps et après, s'unir, bien sûr, ne pas rester seul. Rejoindre les collectifs, rejoindre les associations, chacun selon son histoire, ses sensibilités, etc. Mais après, il faut rester. Mais bien entendu, je reste psy et je sais que la première chose à faire, c'est se renforcer soi-même. Ça, c'est extrêmement important. Pour les enfants, Lise, il nous reste un peu de temps. Je n'ai pas d'idée depuis combien Oui, de oui, temps on on peut parle. prendre le temps. J'ai pas encore eu de message d'Éric. Je pense qu'il est passionné Oui. aussi comme moi, donc avec Ah bah, plaisir. c'est gentil, mais donc pour les enfants et notamment par rapport à ce qui se passe avec cette histoire des VARS. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne doit y avoir absolument aucun recul sur l'autorité parentale. Sophie Audugé, pour qui j'ai beaucoup d'estime, que j'écoute souvent, d'SOS Éducation, qui dit des choses vraiment extrêmement pertinentes. Néanmoins, j'ai entendu quelque chose où je ne suis pas tout à fait d'accord et je voulais le souligner. Il me semble qu'elle a dit, si je l'ai bien comprise, qu'il y allait avoir pour les enfants un problème de conflit de loyauté, possiblement, effectivement, entre leurs parents et l'école. Pour moi, ce n'est pas un problème. Le conflit de loyauté, ce qui le résout, c'est que le parent a raison. C'est le parent qui décide pour l'enfant. Le conflit, ce qui peut être important d'expliquer aux enfants, selon l'âge de l'enfant, il peut être utile de lui expliquer. C'est tout à fait possible de dire à l'enfant, écoute, voilà mon chéri, sur une certaine question qui est l'éducation, soi-disant à la sexualité et tout ça, nous, tes parents, ton père, ta mère, peut-être même tes oncles, tes tantes, je ne sais pas, nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'école a prévu de faire comme enseignement, nous ne sommes pas d'accord du tout. Ça ne concerne pas, peut-être faut leur dire quand notamment ils ont une maîtresse tout à fait raisonnable, qui quelquefois d'ailleurs freinent des quatre fers eux-mêmes, hein, les enseignants qui sont bien placés pour savoir ce qui ne convient pas de dire à un enfant. Donc la question, il faut dire à l'enfant, la question n'est pas du tout ta maîtresse, ta maîtresse doit appliquer un programme qu'on lui impose, ça vient de plus haut qu'elle, c'est le ministère, etc. Mais nous, tes parents, nous ne sommes pas d'accord avec cet enseignement, donc voilà pourquoi, si nous le pouvons, nous ne t'enverrons pas en classe ce jour-là. Voilà pourquoi nous te demanderons de sortir si tu le peux, si l'enseignement t'est imposé sans que nous ayons eu le temps de donner notre désaccord, etc. Il faut dire aux parents, il faut dire aux enfants, pardon, et il ne faut pas craindre euh, le conflit de loyauté. Il n'y a pas de conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est encore une manœuvre perverse. Alors, je ne dis pas du tout ça pour Sophie Audugé, bien sûr, hein, mais c'est quelque chose que ces gens nous mettent en tête en disant, par exemple, vous n'allez quand même pas mettre votre enfant dans un conflit, un tiraillement entre l'école et vous. Mais il n'y a pas de tiraillement à avoir, c'est les parents qui décident. Et c'est là qu'il faut avoir du courage et qu'il faut se mettre ensemble. Ce que Parents en colère propose apparemment avec beaucoup de pertinence. Hein, leur présentation, là, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Évidemment, s'il n'y a qu'une maman qui n'est pas d'accord, ben, tôt ou tard, ça va être compliqué pour elle. S'il y a 10, 15, 20 mamans, voilà,
Ça va considérablement s'améliorer. Donc il n'y a aucun complexe à avoir par rapport aux enfants. L'enfant comprend. Il peut tout à fait comprendre que son parent n'est pas d'accord. Mais ça oblige le parent, par contre, à se poser vraiment dans son autorité, dont je rappelle évidemment que c'est tout sauf une pression sur l'enfant. L'autorité, c'est la cohérence parentale qui permet de protéger l'enfant, y compris de la société, si c'est souhaitable. À ce propos, d'ailleurs, je signale aussi l'excellent livre, mais que vous connaissez sans doute déjà. Moi, j'en parle aussi un peu de ça dans mon bouquin, mais il y avait le très très bon livre de Marie-Estelle Dupont, qu'il ne faut surtout pas oublier, qui s'appelait Être parent en temps de crise, parce qu'elle parle spécifiquement Oui. de ces différents sujets, et donc il y a plein quand même de petites astuces pour soutenir les parents, et avec les VARS, c'est aussi d'actualité. Donc il ne faut pas oublier les choses importantes. Ce qui est important aussi, donc parler aux enfants, hein, expliquer même parfois le dilemme. Je suis désolée, je voudrais ne pas avoir à t'imposer ça, mais je n'ai pas de solution. Donc je vais choisir la solution la moins mauvaise pour toi. On peut expliquer, on peut partager avec l'enfant nos limitations, le fait que nous sommes nous aussi contraints par cette société, que nous ne pouvons pas faire exactement ce que nous voudrions, mais nous nous y employons. Ce qui est important, bien sûr, c'est de laisser de l'espoir à l'enfant. C'est de montrer que nous sommes cohérents en tant qu'adultes et que nous seuls, il y a d'autres adultes qui pensent comme nous et nous allons nous rapprocher d'eux. Mais on n'est pas obligé de jouer les caïds en disant voilà, je ne parle à mon enfant que si j'ai une solution pour lui. Quelquefois, on n'a pas de solution, mais on peut partager le problème avec lui, en fonction de son âge, bien sûr, hein, adapté à l'âge de l'enfant, évidemment. Ce qui est extrêmement important pour les enfants aussi, c'est que puisque l'autorité parentale va continuer à être menacée de toutes les manières possibles, et bien sûr, quand on le peut, transmettre les valeurs de la famille, quelles qu'elles soient, sans complexe. C'est pas parce qu'on est écrivain ou historien qu'on va... Non, une personne, quel que soit son métier, transmettre les valeurs. Quand on a un beau métier artisanal, transmettre la vision du monde qu'on a, transmettre même l'enseignement que l'on a ressenti avec les difficultés de la vie, ce que la vie nous a appris, transmettre les valeurs de la famille, ancrer l'enfant dans les valeurs qui lui serviront à son tour après, lui, à ne pas se laisser embarquer dans toutes ces choses terribles. Et puis bien entendu, les faire lire. Ça, l'éternel problème de la lecture. Les faire lire tout petits, les habituer aux petits bouquins avec des images, et puis progressivement, et leur parler de la liberté, leur faire lire progressivement les philosophes, parce que la façon dont la philosophie est enseignée quelquefois au lycée, ça dégoûte beaucoup d'enfants de la philo, alors qu'il y a des textes délicieux à faire lire. Même faire lire Bernard aux adolescents, ça peut, je suis désolée, même sans être croyant, c'est magnifique. C'est la notion justement de sacrifice, ce qu'est vraiment le sacrifice et ce qu'il n'est pas. Et le sacrifice ne peut jamais être demandé, puisque par définition, c'est ce que l'on offre, le sacrifice. C'est ce qu'on accepte d'offrir. Donc, ce n'est pas possible autrement. Favoriser leur imaginaire, l'imaginaire des enfants, de tous les moyens possibles, leur faire vivre la nature, les animaux, les aventures, les sortir de la normopathie, la nouvelle pathologie des normes, les normes partout, transgresser avec eux des petites normes pas méchantes, montrer qu'on peut transgresser, montrer que quand une norme est stupide, papa, maman la transgresse, joyeusement. Inviter l'enfant à savoir que, comme disait le Dalai Lama, connaître les lois pour mieux s'en libérer. Hein, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire que, comme le Dalai Lama et le Christ nous l'ont montré avec les pharisiens, hein, y a des lois qui ne sont plus dans l'esprit. On est en plein dedans là. Hein. Les pharisiens que Christ critiquait parce qu'effectivement ils étaient assis sur le dogme, ils n'avaient aucune générosité, aucune ouverture, aucune bonté pour le prochain. Hein, tout ça, ça a dû être pulvérisé, mais ils suivaient la loi. Donc on a une véritable pathologie de la norme qui s'instaure de toute façon dans tout système totalitaire. Les parents peuvent montrer que la transgression est utile. Transgression assumée. Et puis, quelqu'un a écrit tout à l'heure, et je suis complètement d'accord, j'ai un long paragraphe dans mon bouquin sur le rôle des vertus. Parce que qu'est-ce qui s'oppose le plus à la perversion? Eh bien, c'est la vertu. Et pour les enfants, une chose qui existait il y a encore quelques années, qui n'existe plus beaucoup, je crois, peut-être encore un peu chez les cathos, je ne sais pas, leur apprendre effectivement le principe de la bonne action. Pourquoi le principe de la bonne action? Parce que c'est mettre, la personne qui parlait d'expérience tout à l'heure, mettre les enfants au contact
de la joie et du bonheur qu'il y a à rendre service à autrui et à faire le bien. Et en même temps, bien entendu, en reflet, si j'ose dire, ça leur explique aussi comment faire le mal finit toujours par faire du mal à la personne elle-même qui l'a fait, ce mal. C'est-à-dire que ça leur permet d'expérimenter qu'est-ce qui rend heureux dans la vie, comment torturer. Il faut leur parler du matérialisme et de ses limites. Il faut leur parler de quelles sont les valeurs des parents, qu'est-ce qui est important pour eux. Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Bon, si c'est le cas, évidemment, transmettront ça, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs plus importantes? C'est quoi le bonheur? Vous voyez, avoir des petits moments. J'ai pas mal des personnes que j'accompagne qui font souvent le dimanche soir en famille. C'est la soirée pizza, c'est la soirée avant qu'on reprenne la semaine, et on se met tous ensemble et c'est discussion ouverte. Qu'est-ce qui vous tracasse, les enfants? Est-ce que vous avez envie de parler d'un sujet? Est-ce que vous avez des questions sur ce qui se passe dans vos vies, dans l'actualité, etc. Et une petite heure d'échange comme ça, en dehors du quotidien. Pas seulement est-ce que tu as fait tes devoirs, est-ce que tu es prêt pour telle ou telle évaluation, etc. Un vrai temps de reparler, en fait, parler ensemble, que les enfants puissent s'inscrire. Alors, dans tout ce que je vous dis là, j'ai parfaitement conscience que, bien entendu, comme d'habitude, les familles favorisées, les familles dysfonctionnelles, etc., vont être moins bien, beaucoup moins bien loties que les autres dans cette résistance-là. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi à un moment donné les y aider un peu plus, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis se regrouper entre mamans et tout ça, on pourrait aussi avoir des systèmes ce que je viens de décrire pourrait faire l'objet d'un travail entre mamans. Il pourrait y avoir à certains moments 2-3 mamans qui organisent un petit café philo pour les enfants, un mercredi de temps en temps, pas tout le temps. 1 heure, on réunit les enfants, pour les mamans qui le peuvent, hein, et on parle des vrais sujets. Comment ça se passe au lycée? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit sur le réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on vous dit sur ceci, sur cela? Et vous, vous en pensez quoi? Il faut absolument qu'il y ait un contre-feu. Oui, remettre à l'endroit, en fait, faire ce travail à chaque fois de remettre à l'endroit, de se parler, de communiquer, de replacer dans le contexte, effectivement, de vérité aussi, et d'ouvrir le champ de vision et de réflexion des enfants aussi, enfin, comme pour les adultes d'ailleurs. Mais... Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit la boomer à la retraite, c'est ça? Voilà, c'est pour ça. Vous avez vu, vous avez compris. Alors, j'ai dit à Eric que c'était un troll dans le chat privé, mais effectivement, c'est ça qui m'a fait. Par ailleurs, je ne suis pas tout à fait boomer encore, je ne suis pas dans la bonne génération. Et je ne suis pas à la retraite. Donc, mais bon, double erreur. Voilà, oui. Double erreur. Pardon, c'est vrai que j'ai vu passer ce commentaire, je m'en serais bien passé, mais bon, faut pas. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a eu beaucoup d'autres commentaires positifs. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas eu le temps. Des questions, j'ai pas eu le temps de trop voir. Il y avait une question que vous aviez dit aussi, Marion, au début, que vous y répondriez, mais honnêtement, je ne sais pas où elle est parce qu'il y a eu pas mal de commentaires. Je ne sais pas si Eric l'avait affiché, mais je ne sais pas s'il la retrouverait. C'était dans les premières, il me semble. J'adore cette femme. Vous voyez, ça compense. C'est gentil. Je sais plus. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées. J'arrive pas à retrouver. Je sais pas si Eric peut. En tout cas, vous avez plus effectivement tous les commentaires. Il y a plus de positifs heureusement que de négatifs. Et je peux vous dire, Marion, que vous avez dérangé parce qu'il y a eu que des bugs tout le long. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu aussi des coupures de son. Moi, sur mon Facebook, ça a coupé je ne sais pas combien de fois. Enfin, voilà, donc vos propos, et là, vous savez que vous êtes à la bonne place et que vous dites ce qui est juste et ce qui doit être dit. De toute façon, ça, c'est un bon signe. J'arrive pas à retrouver la question, Marion. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Mais oui, après, il y avait beaucoup cette question-là mais qui revient tout le temps quand on fait des émissions sur ce sujet-là, notamment des enfants. Que font les parents? Déjà, les parents, c'est nous tous. Encore une fois, et Marion le disait, comme Isabelle, la semaine dernière, le disait aussi, elle ne sait pas être forcément parent qui va faire qu'on va se mobiliser ou non. C'est des enfants, c'est la société, c'est l'avenir, et c'est à nous, les parents, c'est nous. Oui.
Les grands-parents peuvent être très utiles aussi, hein. Tout Justement, à fait. pour ceux qui sont à la retraite ou simplement qui ont un peu de temps, bien sûr, les grands-parents peuvent être très utiles aussi dans la transmission des valeurs, dans le fait de parler du passé, de parler Mmh. quelles étaient les valeurs importantes, quelles sont les valeurs qui restent importantes, quelles que soient les générations. Les jeunes sont souvent très friands, hein, de parler Oui, avec les plus anciens. ouais. Donc, vraiment, il y a une solidarité familiale à avoir et ensuite une solidarité, si on peut, sociale, qui nous permettra en plus de vaincre cet individualisme numérique qu'ils ont beaucoup contribué à installer et qui les sert évidemment beaucoup, mais qui n'est pas définitif, qui n'est pas. Vous me le disiez aussi au téléphone, Marion, l'importance de nous voir en vrai, ce qu'on a eu la chance de pouvoir faire Oui, récemment, et de se voir aussi, d'aller au contact des petites communes, des petits groupes aussi, pour recréer ce lien-là et prendre aussi la température de ce qui se passe et pouvoir mettre en place concrètement des actions. Ça, c'était oui. important aussi, vous me le disiez au téléphone. Je viens de voir passer un commentaire disant: «Il faut tout un village pour élever un enfant». C'est très joli, ça va être un proverbe africain ça, hein, mais c'est tout à fait ça, sauf qu'on n'a plus cette organisation-là actuellement en ville. Je crois qu'en province, c'est encore parfois le cas et il faut retrouver ça. Et c'est aussi souvent le cas quand on a des gros pépins, comme, les problèmes climatiques, des choses de ce genre. On voit comment les gens retrouvent immédiatement une solidarité, parce qu'on n'a pas le choix dans ces cas-là. Il faut être ensemble, il faut s'entraider. Donc d'une certaine manière, ce qui nous arrive de positif avec tout ça, c'est que nous sommes devant une adversité et que cette adversité, elle nous demande quelque part de refaire corps, de refaire groupe, de refaire solidarité. Et ça, c'est très important parce que je pense que beaucoup de gens sont malheureux de se sentir seuls, d'être, notamment dans les villes, hein, d'être comme des petites cellules éclatées, très étroites, de ne pas se sentir reliés. Les gens ont besoin d'être reliés. C'est la reliance, la relation, c'est fondamental pour l'être humain. Nous sommes des êtres grégaires. Et ils essaient de faire de nous des êtres déracinés, des êtres Ouais. isolés, tellement plus Isolés. facilement manipulés. Ouais. Ça et effectivement, j'en parlais avec pas mal de personnes que j'ai connues, bah, depuis 2020, que je connais depuis 2020. Aussi, le fait donc de se relier, de se dire déjà: «Nous ne sommes pas seuls, nous ne Oui, sommes pas fous», et non, en plus de se mettre en action, c'est vraiment salvateur et c'est vraiment porteur. De se tout dire, dans tout ce marasme-là, dans toutes ces attaques, on l'a vu, hein, ce soir encore de tous les côtés, de pouvoir agir. Il y a quelqu'un qui mettait en commentaire aussi, faire sa part de colibri, faire oui, quelque chose, ça fait du bien et ça apaise aussi. Ça te permet de transformer la colère. On s'en parlait au téléphone aussi, de pouvoir utiliser cette colère, cette frustration pour pouvoir créer autre chose de oui. plus grand, même qui nous dépasserait, nous, simples êtres humains. Totalement. Alors ça, j'ai pas eu trop le temps d'en parler ce soir, mais j'en parlerai peut-être je me déplace actuellement pour des conférences ou des ateliers comme ça sur le terrain parce que, bien sûr, transformer nos émotions, ça fait partie de ce qui est absolument indispensable et ce qui n'est pas facile. La colère, il y a la saine colère, voire la sainte colère, qui est une sorte d'énergie d'action et qui va vraiment nous être utile. Mais il y a aussi des colères qui se retournent contre nous, qui nous fatiguent, qui nous minent, qui nous usent, des colères d'impuissance. Et ça, évidemment, c'est plutôt nocif. C'est ce qu'ils essaient d'induire, hein, l'impuissance acquise. Ils essaient de nous mettre beaucoup dans des situations d'impuissance acquise. Et donc, il y a tout un travail à faire pour que cette colère soit juste une énergie mise dans l'action, en fait. Voilà, mais c'est un travail, c'est quelque Un chose qui cheminement. Ouais, c'est un cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. ouais. Donc il y a des processus pour mettre ça en œuvre un peu plus. Merci infiniment Marion. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose? J'ai déjà beaucoup abusé de votre temps. On avait dit 1 heure et Non, très bien, oui, on avait dit 1 heure et demie. J'espère qu'on n'a pas lassé nos auditeurs et qu'on je a pense pas, non. pu Au permettre de faire contraire. avancer un petit peu des choses. Donc merci Lise, merci beaucoup et puis merci aux personnes qui nous ont, gentiment écoutés, qui étaient là pour nous et aussi pour certainement se nourrir de bonnes choses, hein, pour aller de l'avant. C'est moi qui vous remercie Marion. Merci pour votre confiance et merci d'avoir accepté encore une fois de venir sur mon émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Lise, à plus tard, merci à chacun. Au revoir. Merci Marion.
Merci à toutes et tous d'avoir été là ce soir, nombreux. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, je vous le dis pas souvent, mais enfin, j'essaie de le répéter quand même, n'hésitez pas à partager ces émissions. Vous savez qu'elles restent très peu quand ça dérange. Même faire des petites coupures, vous prenez des petites séquences importantes de ce qu'a pu dire Marion tout au long de cette émission, encore une fois, et vous partagez par mail, par toutes les voies possibles et imaginables. Il faut que ces informations circulent absolument. Merci beaucoup Marion encore. On se revoit très bientôt, j'espère. Et en vrai, encore une fois, j'espère qu'on aura plus le temps de se parler une autre fois. Merci à toutes et tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et comme vous l'a conseillé Marion, renforcez-vous, faites-vous du bien, nourrissez-vous. Et aussi, prenez soin de vos enfants, prenons soin de nos enfants. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle soirée. Ciao, ciao.